Il s'agit bien d'alternatives au pluriel, puisque les gens ont pu penser qu'il n'y en avait qu'une seule. Et pourquoi il y en a plusieurs? Il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs États et plusieurs régions. Et la première, c'est d'abord une prise de conscience, ça paraît paradoxal, mais c'est vrai. La première prise de conscience, c'est que nous avons constaté que les ressources dont nous disposons, qu'elles soient des ressources externes ou des ressources internes, sont en fait plutôt mal utilisées. Et sur cette base-là, on s'aperçoit que certaines ressources externes, par exemple, reçoivent plus de priorité que des ressources internes. Donc, du coup, il devient important en termes d'alternatives de mettre l'accent plus sur les ressources internes. Tout ça, c'est la théorie. Je vous donne un exemple concret. En gros, l'aide au développement dont nous dépendons souvent n'a pratiquement pas bougé sur 15 ans. 1 à 1. Alors que, par exemple, l'argent qui vient des ressources transferts de la diaspora a bougé de 1 pratiquement à 6 en moins de 15 ans. Par ailleurs, vous constaterez aussi que quand nous parlons d'investissement étranger direct, nous, Africains, donnons beaucoup de conditions qui font qu'en fait, on se demande si cet investissement étranger direct est toujours intéressant. Par exemple, une bonne partie de profits quitte le territoire, une bonne partie d'emplois, au bout d'un certain nombre d'années, ne sont plus là. Et souvent, ce sont des emplois que j'appelle, qui vont vers ce qu'on appelle une économie qui ne développe pas des emplois décents. C'est souvent des emplois précaires et dont les salaires sont relativement faibles. Donc, il faut absolument remédier à cela. Donc, pour résumer votre question, il est question, en termes d'alternatives, de mettre l'accent sur des ressources internes, y compris la fiscalité, parce que la fiscalité n'est pas seulement des entreprises où on taxe, c'est aussi nos propres ressources. Le pétrole, les minerais. Si on taxe cela, il faut bien que ça rentre dans les caisses principales. Et ça pose tout le problème du capital, de la transparence et de la corruption. Je pense que derrière Coda en tant que structure, il y a surtout des dirigeants et des anciens dirigeants. Vous avez vu l'ancien président de Botswana. Ce qui est important, c'est que non seulement il y a une prise de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une volonté réelle de modifier une partie des chefs d'État. Et je crois que Coda a pris conscience de cela en disant, écoutez, on va d'abord regarder toutes ces résolutions que nous prenions, et certaines d'entre elles, on va peut-être se concentrer dessus, d'abord tenter de modifier la position des chefs d'État en disant, écoutez, concentrez-vous, parce que si vous l'aviez fait, on serait beaucoup plus résilient par rapport à la crise aujourd'hui, et deuxièmement, mettons-les en œuvre. Parce qu'il ne s'agit en rien de faire des événements pour les événements, sinon on n'est pas pris au sérieux. Ça, c'est vraiment, je crois, la première force de Coda. La deuxième, c'est la discussion. Elles ont été relativement franches ce matin, elles vont certainement continuer. Il s'agit pour le Coda d'arriver à faire en sorte que les différentes parties de la société africaine parlent. Vous avez vu qu'avant, c'est toujours entre la politique en général. Après, c'était beaucoup plus entre les économistes, intellectuels. Et puis ailleurs, c'est le secteur privé. Puis après, c'est le secteur informel. Chacun dans son coin, en fait. On est très fragmenté. Il faut stopper cela. Et je crois que Coda a le mérite, pour une fois, c'est le début, hein, ça va s'améliorer, d'amener ces genres de personnages. Mais vous ne venez pas discuter en l'air, vous venez avec des propositions, vous venez avec des documents écrits, vous défendez vos positions et on les confronte. Et la culture africaine fait que, par définition, nous allons certainement arriver à des consensus intelligents et donc à du partenariat intelligent.